Je ne pense pas que Donald Trump va résoudre quoi que ce soit. J'ai écrit un article à ce sujet que j'ai intitulé « La puissance de l'Amérique est une malédiction tactile ». Donald Trump pense qu'il est comme le roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais il ne comprend pas que pour Midas, c'était une malédiction. Et c'est pareil pour lui. Dans sa quête pour tout transformer en or, il ignore que cela peut tuer ceux qu'il aime. Si c'est de la nourriture qu'il touche, elle devient immangeable. Si c'est de l'eau, elle devient imbuvable. Finalement, cela finit par le détruire. Donald Trump, par son avidité, est soit un imbécile, soit un menteur. Probablement les deux. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Bienvenue dans le rapport d'aujourd'hui. Dans un monde en proie aux conflits et aux tensions croissantes, certaines voix s'élèvent pour couper à travers le bruit ambiant avec clarté et brutalité. Parmi elles, celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors d'une récente interview révélatrice avec Tucker Carlson. Lavrov y expose la position de la Russie sur la guerre en Ukraine, l'expansion de l'OTAN et le rôle de l'Occident dans la déstabilisation mondiale. Ces propos font écho à des préoccupations similaires exprimées par des figures comme Scott Ritter, ancien inspecteur en armement de l'ONU. Les déclarations de Lavrov constituent une critique sévère de l'OTAN, des États-Unis et de leur quête incessante de domination, souvent aux dépens de la paix et de la stabilité. Restez avec nous alors que nous explorons le point de vue de Lavrov, les vérités dures sur le rôle de l'Ukraine et les jeux géopolitiques plus larges en cours. Sergei Lavrov critique ouvertement les États-Unis et leur rôle dans l'escalade du conflit en Ukraine. Selon lui, l'approvisionnement incessant de Washington en armes de pointe à destination de l'Ukraine n'est pas seulement imprudent, mais calculé. Lavrov soutient que ces actions visent moins à défendre l'indépendance de l'Ukraine qu'à renforcer la domination mondiale des États-Unis, quel qu'en soit le prix. Il souligne par exemple le déploiement de systèmes de missiles à longue portée, tels que les HIMARS et les ATACMS, utilisés pour frapper profondément dans les territoires contrôlés par la Russie. Ces armes, affirme-t-il, ne sont que des outils de provocation, franchissant les lignes rouges clairement définies par Moscou. Selon Lavrov, il ne s'agit pas de la souveraineté de l'Ukraine, mais d'une stratégie américaine à long terme visant à affaiblir la Russie tout en gardant le contrôle sur l'Europe. Un avertissement clair, Lavrov dénonce également le coût humain de cette stratégie. Il accuse les États-Unis de jouer un jeu dangereux, utilisant l'Ukraine comme un simple pion sur l'échiquier géopolitique, tandis que la vie des Ukrainiens et des Russes devient un dommage collatéral négligeable. Scott Ritter partage cette analyse. L'expert militaire affirme que les États-Unis suivent une stratégie délibérée de chaos soutenue pour consolider leur influence, prolongeant les guerres pour maintenir leur contrôle sur différentes régions. Depuis février 2022, Washington a alloué plus de 3 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, combinant soutien financier et militaire. Ces ressources ont permis à l'Ukraine de prolonger le conflit en ciblant non seulement des installations militaires russes, mais aussi des infrastructures critiques comme les centrales énergétiques. Une mise en garde de Lavrov. Lavrov conclut en affirmant que ces actions rapprochent le monde d'une confrontation directe. Chaque missile, chaque expédition d'armes, dit-il, nous pousse un peu plus près du point de rupture. Ce n'est pas un jeu, c'est l'avenir de la stabilité mondiale qui est en jeu. Je veux dire que vous, les États-Unis et les alliés des États-Unis, fournissez également ces armes à longue portée au régime de Kiev. Ils doivent comprendre que nous serions prêts à utiliser tous les moyens pour ne pas leur permettre de réussir ce qu'ils appellent la défaite stratégique de la Russie. Amiral. Écoutez, je suis d'accord avec vous, nous sommes dans l'âge nucléaire, et simplement parce que des voix autorisées en parlent, parce que Poutine en parle, à sa façon, respectant une grammaire encore de la dissuasion plus ou moins amendée. Lavrov, qui est son représentant, c'est pas un porte-parole, en parle aussi. Mais
Soulignons toujours qu'ils emploient par tout moyen. Et tout moyen, ça laisse encore une espèce de marge d'appréciation à partir du moment où la Russie ne se sentirait pas attaquée dans ses intérêts vitaux. Alors, où les place-t-elle? C'est toujours extrêmement difficile, mais c'est ça l'ambiguïté stratégique de la dissuasion nucléaire. Simplement, notons maintenant que Poutine vient de signer avec M. Loukachenko, président de la Biélorussie, un accord permettant en principe de déployer les Oreshnik, donc ce fameux missile dont vous parlez, Oreshnik en Biélorussie. Ça signifie aussi clairement que là, la Biélorussie fait partie des intérêts vitaux de la Russie. Il est vrai que si la Biélorussie était un maillon faible, parce qu'il peut y avoir un gouvernement en exil, etc., s'il se passe quoi que ce soit en Biélorussie, ce serait une atteinte absolument intolérable pour la Russie. Donc nous sommes encore dans des manœuvres extrêmement louvoyantes, très particulières, tout en sachant que derrière, il y a des communications directes entre les deux grands protagonistes que sont les États-Unis et la Russie. Et nous pouvons toujours espérer que ces communications fonctionnent. Elles ont fonctionné pour l'Oreshnik, puisque la Russie a prévenu, 30 minutes avant son tir, a prévenu les États-Unis du départ de l'Oreshnik. Mais c'est vrai que nous sommes maintenant dans cette discussion à très haut niveau, dans laquelle le président des États-Unis, forcément, est un peu muet actuellement, dans laquelle le futur président élu, Trump, ne s'exprime pas, et c'est heureux. Car dans ce domaine-là, il faut s'exprimer quand on est en responsabilité. Mais il est vrai que dans les premiers jours de sa présidence, tout le monde attendra avec beaucoup, beaucoup d'attention chaque phrase, chaque mot de M. Trump, parce que chacun doit peser, mais au trébuchet, ce qu'il va dire dans ce domaine-là. Donc d'ici le 20 janvier, nous allons tous être dans l'attente, mais les premiers pas, les premiers mots dans le domaine nucléaire de M. Trump seront capitaux. L'implication croissante des États-Unis a contraint la Russie à démontrer cette détermination. Explorons le récent essai de missile hypersonique russe Oreshnik et le message qu'il envoie à l'Occident en réponse à ce qu'elle perçoit comme une ingérence occidentale. Face à cette situation, la Russie s'est tournée vers son arsenal militaire pour transmettre un message clair et inévitable. Elle a récemment mené avec succès un test de son missile hypersonique, l'Oreshnik. Ce missile représente l'apogée de la technologie militaire et a été qualifié de « game changer » dans les conflits modernes. Sergei Lavrov a décrit ce test comme plus qu'une démonstration de force. Il s'agit, selon lui, d'une réponse directe à l'expansion agressive de l'OTAN et au soutien provocateur des États-Unis à l'Ukraine. La Russie a maintes fois déclaré ses lignes rouges, mais celles-ci ont été ignorées à plusieurs reprises. Ce test envoie un signal clair à l'Occident. Nous défendrons notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Autrefois, l'esprit d'Helsinki servait de baromètre pour une détente des tensions. Il s'appuyait sur des instruments solides de contrôle des armements, développés dès la fin des années 1980, afin de renforcer la confiance mutuelle et d'assurer une plus grande sécurité avec des moyens réduits. Ces efforts visaient à cesser de gaspiller d'immenses ressources dans des confrontations militaires inutiles et autodestructrices, tout en unissant les forces pour faire face aux menaces transfrontalières. Ces principes ont été codifiés dans des accords fondamentaux, tels que le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, le traité ciel ouvert, la création d'un forum de coopération en matière de sécurité, ainsi que dans de nombreux autres documents fondamentaux de l'OSCE. Cependant, les États-Unis et leurs alliés ont relégué tout cela aux oubliettes, comme ils l'ont fait avec les traités sur la défense antimissile et sur les missiles de portée intermédiaire et courte. Pourquoi? Pour satisfaire leur volonté de redonner à l'OTAN une place centrale sur la scène politique. Après le désastre en Afghanistan, il leur fallait un nouvel ennemi commun. Cette stratégie a conduit à une résurgence de la guerre froide, cette fois avec un risque beaucoup plus élevé de dégénérer en conflit ouvert. Des frontières hérissées de barbelés, des fossés anti-chars, une course pour accueillir sur son sol des troupes étrangères, de préférence américaines, voilà l'idéal de sécurité des pays qui se sont autoproclamés États de première ligne contre la menace russe. Un sort tout aussi peu enviable a frappé la dimension économique et environnementale de l'OSCE, qui était censée harmoniser les intérêts de tous les États participants. Cependant, l'Occident, méprisant les principes de l'OSCE, a emprunté la voie de la répression de ses concurrents par des méthodes de coercition économique et sociale, notamment par des sanctions illégitimes contre la Russie, la Biélorussie, ainsi que toute autre nation osant défendre ses intérêts nationaux légitimes. La situation est encore pire dans le domaine des droits fondamentaux, devenue une plateforme pour imposer des valeurs pseudo-libérales sans aucun consensus. Les questions cruciales promotion de la tolérance, dialogue interculturel, accès à l'information, lutte contre les manifestations de néonazisme, d'islamophobie, de christianophobie, et protection des droits des minorités nationales et religieuses ont été écartés de l'agenda de l'organisation. Pendant ce temps, les pays occidentaux, leur présidence, le secrétaire général et toutes les institutions de l'OSCE, toujours prompts à exprimer leur inquiétude sur les droits de l'homme, restent silencieux face aux actions du régime nazi de Kiev. Depuis 2017, ce régime a adopté une série de lois éradiquant la langue russe dans toutes les sphères d'éducation, médias, culture, art et a récemment interdit l'église orthodoxe ukrainienne canonique.
Cela malgré l'article 1 de la Charte des Nations Unies qui exige le respect des droits linguistiques et religieux de chaque individu. Pourtant, les dirigeants de l'Union européenne continuent de répéter que le régime de Zelensky défend les valeurs européennes. En Russie, nous appelons cela un aveu implicite que le racisme est désormais considéré comme une valeur européenne. Le président Vladimir Poutine a renforcé les déclarations de Lavrov en décrivant ce missile hypersonique comme un symbole de la détermination russe. Poutine a affirmé sans ambiguïté « Nous ne serons pas acculés ni intimidés. La Russie possède les capacités nécessaires pour assurer sa sécurité, et cela est non négociable. Les spécifications de l'Orasnik sont impressionnantes. Il peut atteindre des vitesses dépassant 15 fois celles du son, avec une portée supérieure à 3000 km, rendant presque inutiles les systèmes de défense antimissiles occidentaux actuels. Pour le dire simplement, l'Orasnik est invulnérable aux technologies modernes d'interception, conférant à la Russie un avantage stratégique majeur. Des analystes militaires, comme Scott, ont noté que le déploiement de missiles hypersoniques change fondamentalement l'équilibre des forces, notamment dans un contexte où l'OTAN cherche à établir une domination près des frontières russes. Lavrov a souligné que ce test n'est pas une agression, mais une dissuasion nécessaire face aux menaces occidentales. Il a conclu que la Russie ne cherche pas la guerre, mais elle ne restera pas les bras croisés tandis que l'OTAN rapproche ses forces de nos frontières. Ce missile garantit que les lignes rouges de Moscou seront respectées. Tout en démontrant sa force militaire, Lavrov a également posé des conditions claires pour la paix. Il a insisté sur le fait que toute solution diplomatique devra reconnaître les réalités sur le terrain. Selon lui, la paix ne sera possible que si l'Ukraine renonce à ses ambitions d'intégration dans l'OTAN et reconnaît les territoires contestés comme Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson en tant que partie intégrante de la Russie. Lavrov a été catégorique. Ces territoires ne sont pas négociables. Ils font partie de la Russie et c'est un fait que Kiev et ses soutiens occidentaux doivent accepter. Il a également critiqué le président Volodymyr Zelensky, qu'il considère comme une marionnette de l'Occident. Lavrov a soutenu que Kiev ne défend pas les intérêts de l'Ukraine, mais agit selon les directives de Washington et de Bruxelles, privant ainsi l'Ukraine de sa souveraineté dans les négociations. Lavrov a déclaré que ces décisions sont dictées par les capitales occidentales, et cela rend le dialogue authentique impossible. Il a souligné la performance de l'Ukraine en 2022 et son opposition nationale envers Moscou, précisant que c'est un exemple frappant de la manière dont l'indépendance de l'Ukraine est mise à mal par des facteurs extérieurs, forçant un pays qui ne peut pas décider de son propre chemin vers la paix. Il a déclaré que l'Occident avait militarisé l'Ukraine, non seulement militairement, mais politiquement, en la transformant en un outil au service de leur agenda. Depuis 2022, l'Ukraine a reçu non seulement un soutien militaire, mais aussi diplomatique, avec l'appui de plus de 30 pays de l'OTAN et de l'UE qui ont collectivement promis des milliards pour soutenir l'effort de guerre. Lavrov a soutenu que ce niveau d'implication laisse à l'Ukraine peu de marge de manœuvre pour agir indépendamment. Mais pourquoi l'Occident reste-t-il si investi dans la prolongation du conflit? Lavrov a critiqué l'OTAN et ses ambitions géopolitiques plus larges, mettant en lumière les forces sous-jacentes qui motivent cette guerre. Il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'OTAN, accusant l'Alliance d'être une force déstabilisatrice à travers l'Europe. Il a souligné la longue tradition d'intervention de l'OTAN dans des régions comme la Libye, l'Irak et l'Afghanistan, où les promesses de liberté et de démocratie ont abouti à la destruction et au chaos. Lavrov a déclaré qu'il prétendait apporter la paix, mais les résultats sont toujours les mêmes. Des nations brisées, des populations déplacées et une instabilité en cours. Selon lui, l'OTAN prospère grâce à la guerre, car elle assure sa pertinence et sa puissance. Il a décrit l'alliance non pas comme une défense, mais comme un outil destiné à consolider la domination occidentale. Ce sentiment est partagé par Scott Ritter, qui note que l'OTAN s'est éloignée de son objectif initial. Ritter a soutenu que les actions de l'OTAN en Europe de l'Est ont exacerbé les tensions, créant ce qu'il appelle une crise par conception. Les points clés de Lavrov étaient l'expansion incessante de l'OTAN près des frontières russes. Depuis 2014,
l'OTAN a stationné plus de 40 000 soldats en Europe de l'Est, effectuant des exercices militaires réguliers que Lavrov a qualifiés de provocations manifestes. Il a affirmé que ces exercices envoient un signal clair à Moscou. L'OTAN prépare un conflit et non la paix. Les données à l'appui de ces affirmations sont impressionnantes. L'OTAN, en particulier les États-Unis, alloue chaque année plus de 800 millions de dollars pour renforcer ses activités, financer des déploiements de troupes et des jeux de guerre à grande échelle. Lavrov a averti que ces actions étaient délibérément conçues pour faire pression sur Moscou et provoquer une réaction. Lavrov a affirmé que l'expansion de l'OTAN ne concerne pas la sécurité, mais la création d'une instabilité permanente le long des frontières russes, forçant la Russie à dépenser des ressources en réponse à leurs provocations. Alors que l'OTAN prétend agir en défense de la liberté, Lavrov a soutenu que ces actions font partie d'un modèle plus large de chaos provoqué par la politique étrangère des États-Unis. Il a vivement critiqué cette politique étrangère américaine, accusant Washington de créer délibérément le chaos pour servir ses ambitions géopolitiques, en citant des exemples allant de la Syrie à l'Ukraine, où les interventions américaines ont laissé un sentier de destruction et de souffrance. Selon lui, cette stratégie est calculée pour déstabiliser les régions et exploiter le chaos qui en résulte pour des raisons politiques et économiques. Lavrov a comparé l'approche de Biden à celle d'Obama, décrivant les deux administrations comme des maîtres dans l'utilisation des zones de conflit comme outils d'influence. Lavrov a également mentionné que les empreintes des États-Unis étaient visibles de la Syrie à l'Ukraine, où il crée des crises tout en se positionnant comme la solution, récoltant ainsi les bénéfices de l'instabilité. Cette critique rejoint celle de Scott Ritter, qui a souligné que les interventions des États-Unis aggravent souvent les conflits plutôt que de les résoudre. Ritter a ajouté que les États-Unis canalisent les ressources dans des régions déstabilisées, prolongeant ainsi les guerres et laissant les nations dans des conditions pires qu'auparavant. Lavrov a affirmé que l'Ukraine était simplement la dernière victime de cette stratégie destructrice. Selon lui, les États-Unis soutiennent ces affirmations depuis 2001, avec des interventions militaires ayant coûté plus de 64 000 milliards de dollars, sans obtenir de résultats en termes de paix durable ou de stabilité. Rien qu'en Ukraine, les États-Unis ont versé plus de 3 milliards de dollars pour financer des opérations de renseignement, des armes et un soutien économique au gouvernement Zelensky. Malgré ces dépenses énormes, la guerre continue sans résolution en vue. Lavrov a souligné que ce chaos profite à certains secteurs, notamment l'industrie de la défense américaine, tandis que les Ukrainiens souffrent et que leur pays est détruit. Il a affirmé que les entrepreneurs de la défense américains profitent largement de cette situation avec un business qui continue au milieu du chaos. Finalement, Lavrov a tourné son attention vers l'avenir, exprimant un optimisme prudent concernant le rôle que pourrait jouer le président élu Donald Trump. Il a décrit Trump comme un leader pragmatique, prêt à réfléchir différemment. Selon Lavrov, sous l'administration Trump, il y a eu des moments de dialogue authentiques, quelque chose qu'il espère voir ressusciter. Lavrov a reconnu que l'administration Trump a imposé certaines des sanctions les plus sévères contre la Russie, mais a souligné que l'approche de Trump était davantage ancrée dans la négociation que dans la confrontation. Il a suggéré qu'une présidence Trump pourrait offrir une opportunité pour que les deux nations renouent la communication et potentiellement facilitent la réduction des tensions. Ne comprenons pas les objectifs poursuivis par l'Occident, qui persiste année après année à utiliser une rhétorique agressive contre la Russie, nous accusant de tous les problèmes en Europe tout en ignorant les faits démontrant que c'est précisément l'Occident qui viole les accords conclus après la guerre froide et même après la création de l'OSCE. Les principes fondateurs de l'organisation, que j'ai mentionnés,
ne sont plus pris en considération par l'Occident. En réalité, l'OSCE est utilisé, y compris la fonction de président et son secrétariat, pour promouvoir une agenda étroitement égoïste et sanctionner, selon ces critères, les pays jugés indésirables. Aujourd'hui, nous avons présenté cette situation de manière transparente et souligné une chose essentielle, qu'il le veuille ou non, l'Occident est témoin de l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité. Celle-ci ne repose plus sur une vision euro-atlantique, mais sur la reconnaissance qu'un continent eurasiatique unifié offre désormais à tous des opportunités équitables pour défendre leurs intérêts et établir une sécurité indivisible. Ce concept, autrefois proclamé par l'OSCE, a été détruit par les actions de l'Occident, notamment l'expansion aveugle de l'OTAN vers l'Est. Nous savons qu'il existait des plans explicites pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, créant ainsi des menaces directes à la sécurité et à nos frontières. Le concept eurasiatique repose sur les opportunités naturelles géographiques, économiques et infrastructurelles offertes à tous les pays du continent eurasiatique. Ce continent, le plus grand, le plus peuplé et le plus en développement rapide, abrite des nations représentant de grandes civilisations, notamment chinoises, indiennes et persanes. Nous espérons unir toutes ces opportunités pour promouvoir une vision commune qui conviendra à tous. En octobre dernier, à Minsk, s'est tenue la deuxième conférence annuelle sur la sécurité eurasienne. À l'issue de celle-ci, avec nos amis biélorusses, nous avons proposé une charte eurasiatique pour la diversité et la multipolarité au XXIe siècle. Les éléments de cette charte ont été diffusés aux pays européens membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union économique eurasiatique, de l'OTSC et de la CEI, ainsi qu'aux membres de l'ASEAN. Nous continuerons à promouvoir cette idée en dialoguant avec d'autres pays, y compris ceux d'Europe, qui souhaitent participer à cette discussion. La Hongrie était représentée à la conférence de Minsk par son ministre des Affaires étrangères, et la Slovaquie manifeste également un intérêt. Lavrov a conclu en soulignant l'importance d'un leadership pragmatique à Washington, en particulier en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Il a fait remarquer que le monde a besoin de dirigeants capables de penser au-delà des divisions politiques existantes. Si Trump peut remplir ce rôle, il reste à voir comment cela se manifestera dans la pratique. Il y a cependant quelques raisons d'espérer, comme l'interview de Tucker Carlson avec Sergei Lavrov, qui promet d'offrir un aperçu rare et non filtré de la perspective russe sur les provocations de l'OTAN et la politique étrangère américaine. Les échecs de l'OTAN ont remis en question le récit occidental dominant et soulevé des questions cruciales sur l'avenir de la stabilité mondiale. Restez à l'écoute pendant que nous continuons à explorer ce moment charnière dans les relations internationales.